Bonsoir et bienvenue sur Jam Flumel. Alors, cet épisode est dédié à un public particulier qui sera celui des âmes réveillées. Ce que j'appelle les âmes réveillées, ce sont des âmes en fin de parcours d'éveil qui sont passées au-delà du deuxième voile de l'oubli, c'est-à-dire qui sont passées de la 4D à la 5D, qui sont passées de l'âme à l'esprit, qui ont franchi différentes phases qui leur ont permis de comprendre qu'elles avaient en elles les ressources nécessaires à leur avancée. Alors tout cela peut paraître très abstrait pour bon nombre de vous, mais je vous invite à écouter cette capsule dans laquelle vous comprendrez de manière plus profonde ce qu'est un parcours d'éveil et vers quoi il vous portera. Comme je l'explique dans nombre de mes capsules, cette phase d'éveil intervient à des moments clés de nos vies. Concernant la plupart des personnes que j'accompagne, qui sont des âmes en parcours d'éveil, ces moments clés sont conséquents à des souffrances d'ordre psychique telles qu'elles ont permis à la personne de s'éveiller. Qu'il s'agisse d'une expérience de mort imminente, qu'il s'agisse d'un accident, qu'il s'agisse d'un deuil, un deuil qui n'est pas naturellement assimilé par la personne, qu'il s'agisse d'une tentative de suicide, qu'il s'agisse d'un burn-out, qu'il s'agisse d'un événement isolé ayant provoqué un choc psychosomatique et qui remonterait soudainement à la surface, ou qu'il s'agisse, dans le cas très particulier des flammes jumelles, de la séparation d'avec son autre polarité. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que quels que soient ces chocs et ces traumatismes dans la vie des personnes, ils sont intervenus dans le but de les réveiller. Ces personnes comprennent d'ailleurs avec le temps qu'il ne s'agissait pas d'une fatalité, mais plutôt d'une opportunité. Elles arrivaient dans leur parcours de vie à un point culminant qui était celui de la saturation de leur programmation fermée. Pour la petite digression, sachez que j'utilise un jargon et un vocabulaire qui m'est propre parce qu'il s'agit en fait tout simplement d'un mélange, d'un mix de tout ce que j'ai pu assimiler pendant de nombreuses années et elles ne font en aucun cas référence à un auteur ou une personne en particulier, ni un courant en particulier. Donc la définition de la programmation fermée selon moi est la programmation à laquelle on appartient avant son éveil, c'est-à-dire ce parcours de vie dans lequel on a créé nos dysfonctionnements, certes, dans lequel on a été formaté, dans lequel on a été programmé avec des parents, un système éducationnel, un système gouvernemental, un système religieux, un système culturel, un système social qui ont fait qu'on s'est identifié à ce personnage dans lequel on s'est incarné. Le traumatisme aide à l'éveil car il provoque un déclic comme on décapsulerait une bouteille. Et la nuit noire de l'âme agit comme un décapsuleur. C'est une crise existentielle qui pousse l'âme à se dépouiller de son ego, comme un serpent se dépouillerait de son ancienne peau. C'est une période de vide où on se sent perdu, sans plus aucun repère, ni plus aucune boussole. C'est-à-dire que toutes nos vies, on a été guidés de manière inconsciente. On a tous des anecdotes où on était à la croisée des chemins ou des carrefours, des décisions, des choix importants à faire dans nos vies, et on s'est senti poussé à prendre une route plutôt qu'une autre. Avec le temps, on s'est aperçu qu'on était aidé, qu'en fait, on est retombé sur nos pattes alors qu'on pensait s'effondrer. Eh bien, à ce moment précis, il n'y a plus cette guidance, il n'y a plus cette voix intérieure, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que soi et son ego. Il n'y a plus que le costume de l'avatar dans lequel on s'était incarné, ce costume dont on se déleste enfin. La nuit noire de l'âme est une période de vide intersidéral. On se sent nu, vulnérable et sans plus aucun repère. C'est une souffrance et un déchirement de l'âme, une décompression, contrairement à la souffrance de l'ego qui s'apparenterait plus à une dépression. La souffrance de l'âme est une douleur psychique. La souffrance de l'ego est une douleur physique et psychologique. Pour les personnes qui hésitent encore à savoir si elles ont traversé ou non cette nuit noire de l'âme, sachez qu'une personne qui l'a traversée n'hésite pas 2 secondes. Elle sait qu'elle a traversé cette zone de turbulence qui ne ressemblait à rien d'autre qu'elle a pu vivre auparavant dans sa vie. Il y a clairement une différence entre une douleur type égotique, ressentie lors d'une peine aussi dure soit-elle, quel que soit l'événement, car elle touche essentiellement la chair et se ressent dans les tripes. Alors que le cri de l'âme, vécu pendant la nuit noire de l'âme, ne ressemble à aucune autre douleur vécue sur Terre. C'est une douleur qui est bien plus, pas intense, mais profonde que la mort d'un être cher, par exemple. La souffrance de l'ego est une souffrance bruyante dans les symptômes.
La souffrance de l'âme est une douleur plus sourde et difficilement descriptible. L'une nous enferme, nous pèse, nous tire vers le bas, tandis que l'autre nous libère. Elle nous happe et nous pousse à nous en sortir comme quelqu'un dont on maintiendrait la tête sous l'eau et qui, dans un dernier élan, va rechercher de l'oxygène. L'une peut nous pousser au suicide, cette souffrance de l'ego, tandis que l'autre, celle de l'âme, nous sauve la vie. Une différence de taille. Alors ce déchirement de l'âme, c'est le déchirement du premier voile de l'oubli. Quand on parle du voile de l'oubli, on parle de ce voile que l'on a dès la naissance et qui nous empêche d'y voir clair, c'est-à-dire de nous souvenir de qui nous sommes réellement avant de nous incarner dans cette existence. Ce voile nous protège, certes, quand on est endormi, mais dans la vie de quelqu'un qui est amené à s'éveiller, c'est un voile qui est amené à se dissiper, soit de manière progressive, soit de manière plus brutale, comme je viens de le décrire. Lors de ce déchirement, qu'on peut tout à fait comparer à un accouchement de l'âme, comme peut l'évoquer la notion de maïotique dans la philosophie, on brise sa programmation fermée comme on briserait des chaînes. C'est-à-dire qu'il est impossible de revenir en arrière. On réalise que nous sommes une âme incarnée dans un corps et non pas un corps incarné dans une vie, avec un début et une fin. Il y a au cours de cette ouverture de conscience majeure la clarté, la lucidité de réaliser que nous sommes quelque chose avant d'être cet ego. Nous ne sommes plus donc réduits à l'état de carcasse et de chair, mais sujets à l'idée d'être une essence, être autre chose que tout ce qu'on a toujours pensé être. Il y a à ce moment-là une désidentification au jeu. On réalise que ce personnage qu'on a incarné a développé des mécanismes de défense, certes, nécessaires, mais qui l'ont comprimé dans des croyances limitantes et limitées, qui l'ont empêché d'être qui il était réellement. Certains alchimistes parlent de toucher la peau de la bulle. On réalise qu'il y a quelque chose derrière sa bulle. Certains évoquent le fait de passer de l'autre côté du miroir. Quand vous regardez ce film The Truman Show avec Jim Carrey, il découvre à un moment donné qu'il y a une caméra qui le filme derrière son miroir. Il se rend compte qu'en fait, toute sa vie autour de lui n'était que carton, papier mâché, acteur et scénario. Mais que se passe-t-il réellement derrière ce miroir ? Voilà pour mon introduction. Si vous voulez plus d'éléments concernant l'état d'être durant cette nuit noire de l'âme, j'ai fait une capsule à ce propos. Et là, l'important dans les capsules à suivre, parce que je vais faire plusieurs épisodes, c'est ce passage d'abord de la 3D à la 4D. Alors la 3D, c'est ce monde dans lequel on a évolué dans un premier temps. C'est ce monde factice, ce monde plein d'illusions dans lequel on a été conditionné avec des croyances erronées, des croyances limitantes véhiculées de par un système éducatif, relationnel, familial, scolaire, etc., etc., etc. La 3D, c'est donc la densité. C'est donc ce monde matériel qui nous entoure. C'est le monde de l'ego, c'est-à-dire le monde du costume, de l'avatar dans lequel on est. C'est le décor auquel on a l'impression d'appartenir. C'est le monde, entre guillemets, pré-humain, où la plupart des êtres vivants pensent appartenir, avec un début et une fin. C'est un monde polarisé. C'est un monde de dualité, c'est-à-dire que c'est un monde dans lequel existe tout et son contraire. Quand on passe le premier voile de l'oubli, c'est comme si on montait dans un ascenseur. On ascensionne, c'est-à-dire qu'on est projeté, propulsé vers une autre dimension, vers un monde dans lequel on va avoir une autre perspective, le monde de la 4D. On réalise, on conscientise et surtout on intègre qu'il y a autre chose derrière cette vie. Il y a autre chose derrière ce décor en papier mâché. Il y a autre chose derrière la mort. Quand on prend cet ascenseur, on change donc de fréquence. L'élévation du taux vibratoire, c'est le fait d'ascensionner et c'est le fait de changer de fréquence. Exactement comme si toute votre vie vous pensiez être branché sur un transistor, sur une même chaîne radio, et vous vous apercevez qu'il y a d'autres chaînes radio que celles sur lesquelles vous avez toujours été. Ce changement de fréquence induit une communication
plus clair avec l'invisible, avec ce monde de l'intangible. Donc c'est réellement comme si vous étiez sur une fréquence radio AM toute votre vie et que tout à coup vous passiez sur une fréquence FM. Donc vous avez entendu toute votre vie une radio qui était parasitée avec des larcènes, etc. On n'entendait pas très bien, c'était le brouillard total. Et vous passez sur une fréquence FM où tout à coup la musique vous paraît claire, la musique est audible et vous vous sentez bien parce que tout à coup, vous entendez beaucoup mieux. Cette fréquence sur laquelle on se branche, c'est soi-même. On se branche enfin sur soi-même. C'est une auto-révélation. Et dites-vous bien que plus votre programmation était fermée, plus on cherchera à vous débrancher. C'est-à-dire, on essaiera de vous faire redescendre au ground zéro, au rez-de-chaussée. Ce que j'appelle une programmation hermétique, une programmation très fermée, une programmation Tupperware. C'est une programmation dans laquelle on a baigné dans des idéologies, des traditions, des cultures très fortes, des mémoires, des religions qui nous ont vraiment empêchés d'avoir accès à nous-mêmes. Vous comprendrez que de par vos origines, le poids des mémoires familiales, le passé qu'a connu votre famille, le pays, l'appartenance ethnique, tout ça ajoute du poids dans l'ascenseur. Tout ça hermétise un peu plus votre programmation. Tout ça rendra votre réveil d'autant plus brutal. D'où la notion d'individuation, car c'est un travail qui se fait seul par soi-même, sous influence d'aucune manière, d'aucun système extérieur. Vous avez donc pris cet ascenseur depuis le rez-de-chaussée, le monde de l'ego, jusqu'au premier étage, le monde de l'astral, le monde de l'âme. C'est ici que commence le fameux travail, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est ici que va commencer cette discipline à laquelle on va s'astreindre soi-même, qui n'a pas de possibilité de retour en arrière. C'est-à-dire qu'une fois que l'ascenseur il est monté au premier, même s'il y a des résistances, de par sa programmation fermée, on ne peut plus revenir en arrière. Alors, dans un premier temps, il va nous falloir distinguer l'ego de l'âme, c'est-à-dire dans nos mécanismes, dans notre façon d'être, de penser, de réagir au quotidien. On va discerner et distinguer de façon de plus en plus subtile quand nous sommes sous emprise de notre ego ou quand nous sommes connectés à notre âme. On va aussi s'assainir de tout ce qui fait encore partie dans notre quotidien de notre programmation fermée. Tout ce qui fait barrage, tout ce qui fait obstacle, tout ce qui parasite encore cette fréquence sur laquelle on est, s'alléger de la densité de son ego et se délester de tout ce poids de notre passé. Alors cela s'applique à tous les domaines de notre vie, que ce soit dans le domaine relationnel, familial, au travail. C'est vraiment un travail d'orfèvre où il faut aller chercher dans les moindres recoins de sa vie tout ce qui fait entrave à cette communication avec soi-même. Ce passage de la 3D à la 4D, ce passage de l'ego à l'âme, permet également, de par le fait de s'assainir, de s'alléger, parce que c'est le fait de s'alléger qui nous fait ascensionner et monter en vibration, tout ça permet un travail d'équilibre. Sans même que l'on s'en aperçoive, on va totalement se rééquilibrer dans son yin et son yang, dans ces 4 consciences, la conscience corporelle, émotionnelle, spirituelle et intellectuelle. C'est bien cela qu'on appelle la compensation, la complétude, l'unicité. C'est réellement un travail d'équilibre, emprunter la voie du milieu et sortir de la dualité, sortir de ce monde polarisé qui faisait partie du rez-de-chaussée. Tous les changements conséquents à cette montée en vibration qui auront des répercussions sur votre corps, votre alimentation, votre rapport à votre féminité, votre masculinité, votre sexualité, la gestion de vos émotions, de vos peurs, vos connaissances d'ordre spirituel, d'ordre psychologique, d'ordre métaphysique. Tous ces changements vont rendre transparente votre âme. C'est comme si on vous avait passé à la machine à laver. Alors cette transparence, cette clarté d'être, c'est vrai qu'on en entend très peu parler. On en oublie l'essentiel, qui est le travail de vertu et de sagesse qu'est un parcours initiatique, qu'est un parcours d'éveil,
qu'est un parcours ascensionnel. Cette transparence, on la retrouvera chez l'être conscient de par son authenticité. Il n'y a plus de mensonge, il n'y a plus de dissimulation, il n'y a plus de masque, il n'y a plus de faux self, plus de critique, il n'y a plus de jugement. On est dans l'amour, on est dans la patience, on est dans la compassion. Voilà pour les différentes étapes d'un parcours d'éveil, quand on passe de l'ego à l'âme, de la 3D à la 4D. Alors, là, je vous ai parlé des bons côtés, mais je vais vous parler des obstacles, des résistances et de tous les aléas de cette 4D. Plus l'homme s'ouvre en conscience, plus il s'éloigne de la conscience collective. Ça, c'est une phrase qu'on doit retenir parce que c'est elle qui nous permet aussi d'avancer en sérénité sans ne plus douter de ce travail individuel et d'individuation. C'est à ce moment précis que se manifeste le sentiment de solitude qu'on va devoir dépasser. Cette solitude, en fait, on la vit mal d'abord parce qu'on devient vulnérable. Mais on devient vulnérable seulement plus par rapport à ses propres peurs que par rapport à la société, en fait. L'homme qui se conscientise réalise qu'il est son propre ennemi. Réalise que son seul ennemi, c'est lui-même. C'est à ce moment que la solitude devient pesante et souffrante, et c'est là qu'il doit se solidifier, non seulement vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis de lui-même, en apprenant à se respecter. Outre cette solitude que rencontre l'homme en conscience lors de son passage dans la 4D, c'est également pour lui la découverte d'un nouveau monde, le monde de l'astral. Ce monde est un sas dans lequel on peut stagner. On peut même y rester bloqué toute une vie. Le monde de l'astral, c'est la découverte de sa médiumnité. C'est de par cette ascension, l'ouverture de ces canaux qui va permettre à l'être conscient de développer cette communication avec l'indicible, cette perception de l'invisible qu'il avait auparavant mais qui s'exacerbe de par l'élévation de son taux vibratoire, et aussi la découverte de tout un monde qu'il ne connaît pas et qu'il ne maîtrise pas. C'est là toute la difficulté. La plupart des personnes qui sont dans ce monde pensent maîtriser. On ne maîtrise pas l'astral. Personne ne maîtrise l'astral. C'est l'astral qui nous maîtrise et qui nous maîtrisera tant que l'être conscient ne prendra pas totalement conscience du pouvoir qu'il a en lui et des facultés qui lui permettent de communiquer directement avec ce qu'on appelle l'intelligence universelle, la source, le grand tout, Dieu, ce que vous voulez. Ce monde agit comme une interférence supplémentaire entre le premier étage et le deuxième étage, entre le monde de la 4D et le monde de la 5D. Ce que j'appelle le deuxième voile de l'oubli. Alors évidemment, ce que j'évoque ici ne peut pas plaire à tout le monde. Ça va forcément frotter l'ego spirituel de toutes ces personnes qui entrent seulement dans la 4D, qu'elles pensent maîtriser, ou alors qui sont fascinées par ce monde et en découvrent les multiples facettes. Que ce soit au travers de l'ésotérisme, de la spiritualité, du médiumnisme, du New Age, de l'énergétique, à partir du moment où vous utilisez un médium extérieur à vous pour communiquer avec le divin, avec le grand tout, tant que vous penserez que vous avez besoin de quelque chose d'extérieur à vous, d'un être supérieur à vous, que vous pensez supérieur à vous, pour communiquer avec le grand tout, vous n'avez pas compris que le divin coule déjà en vous. Vous n'avez pas compris que l'intelligence universelle que vous voyez en haut dans le ciel, elle est à l'intérieur déjà de chacune de vos cellules. Ce monde de l'astral et ses dérives sont dangereuses, tout simplement parce que l'être en conscience ne croit pas encore assez en lui à ce stade de la 4D. Tant qu'il pense que Dieu, l'intelligence universelle, la source, est à l'extérieur de lui, il ne fera que s'en remettre à des êtres qu'il pensera plus grands que lui, que ce soit des guides, des anges, des maîtres ascensionnés, que ce soit des praticiens énergétiques ou des gourous en tout genre du New Age, parce qu'il n'a pas assez confiance en lui à ce stade du parcours d'éveil. Alors, tout ce que je dis, c'est des choses que j'ai moi-même expérimentées, qui font partie d'un process par lequel on passe tous, c'est-à-dire c'est un programme d'une machine à laver, on passe tous
par la 4D à partir du moment où on s'est éveillé. Et dans ce passage, on connaît tous les mêmes obstacles et on connaît tous les mêmes affres. Je m'inclus dedans parce que j'y suis passée. Quand des personnes me disent être bloquées sur leur parcours d'éveil, souvent c'est qu'on stagne dans des situations qui ne nous correspondent plus et on fait appel à des aides extérieures. Qu'est-ce qu'on attend de ces êtres auxquels on fait appel? On attend de recevoir des messages. Là, je vais m'adresser à tous ceux qui communiquent avec des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés. On attend des messages. Que vous utilisiez un pendule, que vous fassiez ce que vous voulez, vous cherchez en fait des messages. Vous cherchez à valider un savoir que vous avez déjà en vous. Pour les autres qui vont faire appel à des aides extérieures, dites expertes, alors on va faire appel à des personnes qu'on pense qu'elles vont pouvoir nous aider et qu'on pense qu'elles détiennent un savoir que nous n'avons pas. On va souvent faire l'erreur d'aller contre monétisation, acheter à ces personnes des méthodes, sans même savoir si ces experts, entre guillemets, à qui on fait appel, détiennent la clé qu'on recherche. C'est-à-dire, on ne sait pas si ces personnes ont elles-mêmes appliqué ces préceptes et ces théories qu'elles diffusent dans leur propre vie. Donc, n'oubliez jamais que quelqu'un qui s'éveille, quelqu'un qui est en conscience et qui propose son savoir contre monétisation, vous êtes en présence d'un être qui expérimente la 4D et qui ascensionne, comme vous, au même titre que vous sur ce chemin. Tant qu'il demandera monétisation contre échange de méthodes et de formations en tout genre, vous êtes face à quelqu'un qui fait du business, tout simplement, qui tire profit de votre fragilité et qui pense, de par son ego spirituel, détenir en lui un savoir que vous n'avez pas, alors que vous l'avez. Quel que soit le support, la personne, l'énergie à laquelle vous demanderez un service ou une réponse, vous recherchez quelque chose que vous avez déjà en vous. Alors bien évidemment, je ne suis pas en train de vous dissuader de vous faire aider dans ces moments de solitude extrême que l'on passe dans la 4D, mais choisissez avec soin qui sera le plus à même de vous accompagner et de vous soutenir lors de ce passage. Il s'agit d'être éclairé, soutenu dans des moments de fragilité, mais en aucun cas d'être à la recherche de réponses ou d'un mode d'emploi préfabriqué qui vous donneront la recette de l'ascension. Vous pouvez à ce propos réécouter ma capsule Spiritual Gangsta dans laquelle je reviens sur tous ces points de manière un peu plus détaillée. Autre obstacle de la 4D, c'est le débalancement de ces polarités. Nous sommes tous des individus avec une polarité prédominante, tous ici sur Terre. Il existe des individus à des polarités dominantes yin et des individus à polarité dominante yang. Lors de ce passage de la 3D à la 4D, on expérimente le rééquilibrage de ces polarités. On expérimente le rééquilibrage entre sa partie yin et sa partie yang. Je ne reviendrai pas sur les détails de ce qu'est le yin et le yang, vous avez beaucoup d'ouvrages à ce propos. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que lors de votre arrivée dans la 4D, vous allez chercher à comprendre ce qui vous arrive pour la polarité yang. La polarité yang, elle recherchera la connaissance avant d'accéder au savoir. Elle va naturellement s'orienter vers des recherches concrètes basées sur la science, la métaphysique, la neuroscience, l'histoire des civilisations, les philosophies, pour comprendre ce qui lui arrive. Les personnes à polarité yin dominante, elles, sont déjà connectées à cette 4D de manière subtile depuis toujours, et en se reconnectant à cet univers, elles vont, elles aussi, dans un premier temps, s'orienter vers des techniques dites yin unifiées, c'est-à-dire qu'elles vont aspirer à aller vers la méditation, le yoga, le reiki, les exercices de respiration, toutes ces techniques en fait qui permettent de rentrer en contact avec sa spiritualité, ce qui engendre des déséquilibres. Quand on passe par les affres de la 4D, cet équilibre qui est toujours fragile peut s'inverser. C'est-à-dire que tout à coup, une polarité à prédominance yang va s'orienter vers des outils et des techniques dites yin unifiées, celles que je viens de vous citer, et la personne à polarité yin peut tout à fait s'orienter vers des outils de développement yang. On expérimente la dualité. Cette expérimentation de la dualité, elle est primordiale dans cette connaissance de soi-même parce que c'est à force d'expérimenter ces domaines polarisés qu'on sait
que finalement la voie la plus sage pour nous, c'est celle du milieu, c'est-à-dire trouver toujours le juste équilibre entre le yin et le yang, trouver toujours le juste équilibre entre le psychisme et la psychologie, entre la physique et la spiritualité, etc., etc., etc. Erreur que font beaucoup de personnes qui expérimentent ce sas de dualité, cette expérience de la dualité, c'est que dans la 4D, on découvre les rouages de ce monde. Je ne rentrerai pas dans les détails aujourd'hui dans cette capsule, mais tous ceux parmi vous qui sont à un moment donné confrontés à ce qu'on appelle le conspirationnisme, c'est-à-dire des théories qui vous mettent face à des choses qui touchent votre âme profondément, parce que ce sont des sujets qui touchent principalement les enfants, par exemple, la maltraitance, la pédophilie, le deep state, etc. Toutes ces choses qu'on découvre sur un parcours d'éveil peuvent littéralement vous amener au paroxysme de la dualité. C'est-à-dire que au lieu de trouver la voie du milieu et vous trouvez vous allez trouver un sujet contre lequel vous battre. Or, quand on est contre, on est dans la dualité. Ça, c'est un piège de la 4D. Pour beaucoup, vous l'avez expérimenté ces derniers mois, ces dernières années avec l'arrivée de Covid, et vous réalisez en fait beaucoup de choses sous-jacentes à cette existence, des choses qui vous bouleversent, qui peuvent vraiment vous perturber. Dites-vous bien que cela fait partie des pièges de la 4D. À partir du moment où on vous met en division, où on nous divise, où on crée des pour et des contre, on est dans la dualité. À partir du moment où on appartient, où on est en appartenance à un groupe, à un mouvement, on est dans la dualité. Le phénomène des flammes jumelles, par exemple, fait tout à fait partie de la 4D. Des personnes en fin de parcours ou des flammes jumelles en couple, en réunion, ne sont plus du tout dans le sujet de la flamme jumelle. Ils ne font donc plus partie d'un collectif ou d'un mouvement en particulier. Ils sont en pleine transition de la 4D à la 5D et quittent les collectifs parce qu'elles ont compris qu'il s'agissait d'un parcours individuel. C'est bien pour cela que nombre d'entre eux se font plus discrets une fois réunis ou s'adonnent à d'autres activités ou d'autres partages de connaissances. Dernier obstacle et pas des moindres dans ce passage à la 4D, quel est ce mécanisme si subtil qui semble constamment nous couper les ailes? Eh bien, c'est la peur. La peur d'affronter les croyances limitantes qui nous ont emprisonnés dans notre programmation fermée. La crainte d'affronter le système des hommes qui représente la conscience involutive. En bref, la peur d'affronter la vie. La peur, elle s'immisce partout dans notre quotidien, mais elle ne se manifeste que pour nous faire avancer. Toutes les peurs qu'on va dépasser, ce sont des verrous qu'on fait sauter. C'est en vous frottant à ces peurs que vous pourrez les dépasser et en guérir. Sachez aussi qu'en fonction de votre degré d'ouverture de conscience, on vous fera vous confronter à des peurs de plus en plus profondes. C'est d'ailleurs pour ça que ces parcours d'éveil sont des parcours chaotiques, dans lesquels on rencontre un tas d'épreuves. C'est bien parce que les obstacles et les épreuves sont proportionnels à notre faculté de pouvoir les dépasser. Gardez toujours en tête que la peur est un mirage, c'est une illusion créée pour être transcendée et ainsi faire grandir sa foi en soi et sa foi en la vie. Prenez chaque obstacle, chaque épreuve, chaque peur réveillée en vous comme l'occasion d'avancer un peu plus, l'occasion d'évoluer un peu plus sur ce parcours. Et pour ce faire, il faudra la force, le courage, l'ouverture d'esprit et surtout la volonté de démarrer cette expérience. Ça, c'est primordial. Sans cette volonté, vous n'avancez pas. Et n'oubliez pas qu'on est dans une expérience, on est là pour expérimenter. Allez-y à fond, sans vous poser de questions, sans réfléchir, sans réflexion, sans penser. Alors voilà pour ce premier volet. Je ne vais pas aller plus loin parce que le temps d'intégration est nécessaire. L'idée, c'est d'écouter mes audios à votre rythme. Vous faites pause si je vais trop vite. Prenez des notes si ça vous chante. Réécoutez-les si vous en avez besoin. Le jour où vous les aurez intégrés, c'est simple, ça coulera de source. Vous n'aurez même pas besoin de les réécouter. Prenez le temps, allez-y à votre rythme et à très vite pour la suite.